Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici pour cette cinquième webconférence organisée par recrute.com. Nous allons passer environ 1 heure ensemble où je vais vous parler d'un thème bien précis, 1 heure d'interactivité où vous pourrez aussi me poser des questions. Je vais d'abord me présenter. Je suis Géraldine Gincaverdou, je suis consultante RH senior dans le recrutement. J'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience en recrutement de cadres et cadres supérieurs. Voilà. Le thème qui va être abordé aujourd'hui est « Faites valoir votre leadership ». Notamment, il s'adresse aux cadres supérieurs. Et il s'agit de comment faire valoir votre leadership lors d'un changement de souhait de carrière. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Moi, j'ai choisi ce thème parce que, effectivement, je me suis rendu compte, en tant que recruteur, et parce que aussi je travaille pour différentes entreprises, notamment différents clients, que le leadership est une qualité qui est régulièrement demandée dans les prérequis des profils de cadres dirigeants. De quoi s'agit-il? En fait, on se rend compte depuis quelques années déjà que quand il y a une annonce d'emploi pour des managers ou des cadres, dans la présentation du profil, on voit entre autres leur capacité d'analyse, sens relationnel, et on voit de plus en plus leadership. Voilà. Et il était intéressant du coup, il me semble, de savoir ce qu'était ce leadership, de quoi parle-t-on quand on demande à quelqu'un de faire valoir un leadership ou d'avoir du leadership, et puisqu'on vous demande ce fameux leadership, autant montrer que vous en avez et autant le développer, parce que je pars du principe qu'on a tous du leadership en soi. Aujourd'hui, il est évident qu'on ne veut plus recruter un simple manager, mais un manager leader. On ne veut plus recruter quelqu'un qui va se contenter de diriger son équipe, mais quelqu'un qui va être capable de manager en faisant preuve d'un certain leadership, et notamment en étant capable de mener cette équipe de la motiver et de la mener vers un objectif commun. Alors, je vais m'employer du coup à vous aider à savoir comment, à travers les différents outils de recherche d'emploi, notamment le CV, la lettre de motivation et l'entretien de face à face, vous allez pouvoir démontrer que vous avez ce fameux leadership, vous allez pouvoir démontrer que vous êtes capable de manager comme un leader, mais auparavant, je pense qu'il était intéressant de revenir sur le concept du leadership. Et notamment de savoir ce qu'est réellement le leadership. C'est un terme, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est employé depuis maintenant quelques années, qui est un terme à la mode, hein, il revient souvent, on l'a vu, mais que signifie-t-il vraiment, sachant qu'il est parfois aussi galvaudé et pas forcément employé à bon escient. Si je devais donner une définition assez généraliste de ce fameux leadership et du leadership, je dirais, comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai écrit là, et d'ailleurs je vais vous lire cette définition, le leadership consiste à savoir créer un environnement où chacun se sente écouté, respecté et mis en confiance. C'est-à-dire un environnement où le facteur humain a sa place. Voilà. C'est effectivement, aujourd'hui, quand on manage, il faut prendre en compte le facteur humain. On sait que le management à l'ancienne, aussi appelé, comme je le mets, management hiérarchique, est aujourd'hui obsolète. On ne veut plus aujourd'hui se contenter de celui qui fera appliquer des règles, mais on cherche la personne qui donnera envie à son équipe ou au reste de l'équipe de les appliquer.
il est intéressant de savoir pourquoi ce management à l'ancienne est devenu obsolète. Vous avez pu vous en rendre compte tous, vous faites tous partie du monde économique, du monde de l'entreprise, et vous vous êtes rendu compte que depuis quelques années déjà, le monde de l'entreprise est dans un environnement particulièrement complexe. Les enjeux sont de plus en plus challengeants. Il y a des avancées technologiques, il y a des incertitudes économiques, il y a une certaine globalisation qui demande une certaine interaction, et c'est comme ça qu'on explique que le management à l'ancienne est obsolète, et qu'on demande des personnes aujourd'hui qui sachent mener des hommes, et des personnes dont la valeur ajoutée ne réside plus forcément dans les capacités techniques, mais aussi et surtout dans le facteur humain. Alors, vous allez sûrement vous demander quelle différence y a-t-il entre un manager et un leader. Est-ce que ce sont deux mêmes concepts, ou est-ce que l'un remplace l'autre? Est-ce que l'un peut cohabiter avec l'autre? En règle générale, on a tendance à penser qu'un manager est désigné par sa hiérarchie. Vous êtes manager parce que votre hiérarchie a pensé qu'à un moment vous étiez apte à être un manager, c'est-à-dire à animer une équipe, hein, et à prendre des décisions et à diriger. Le leader, lui, est reconnu comme tel par l'environnement qui l'entoure, par ses équipes, par sa hiérarchie, dans le sens où tout manager n'a pas forcément de leadership. Pour être leader, il faut être reconnu, et il faut avoir développé, il faut avoir montré certains comportements qui vont amener l'autre à fédérer, et fédérer à ce que vous êtes, à ce que vous dites, et avoir envie de vous suivre, parce que c'est surtout ça, hein. Le leader, celui qui sait faire preuve de leadership, a cette capacité à fédérer, n'est-ce pas, et à donner envie à l'autre de le suivre et à adhérer. Voilà, ça, je crois que c'est très très important. Le leadership n'est pas à savoir, mais une série d'attitudes découlant des comportements et d'actes cohérents. Effectivement, on n'apprend pas dans des livres comment être un leader, alors qu'on peut apprendre comment bien manager. En revanche, on peut développer son leadership, on peut être un leader en faisant preuve, en développant, en montrant des attitudes et des comportements qui vont vous permettre de vous positionner comme tel, et qui vont vous permettre de vous positionner comme tel par rapport à votre environnement direct, vos équipes, votre hiérarchie, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'un leader ? Alors, cette liste ne sera pas forcément exhaustive. En revanche, je pense que ce que je vais vous présenter là, c'est l'essence même du leader. Le leader est un meneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au sein d'une équipe, celui qui fait preuve de leadership, et qui est donc un leader, saura animer son équipe, bon, ça c'est un fait, mais donnera envie à son équipe de le suivre. Il sera capable de montrer le chemin, de montrer la route, et de montrer la voie vers laquelle s'engager, et du coup de réussir à rassembler derrière lui toute une équipe motivée et qui a envie de le suivre. Le leader fédère, c'est vraiment là une des premières qualités, c'est vraiment là une des premières qualités d'un leader, cette capacité à fédérer, cette capacité à faire que l'équipe ne fait qu'une avec vous, cette capacité à, quand vous allez annoncer un objectif, que quand vous allez donner des instructions,
le reste de votre équipe aura envie de vous suivre et sera rassemblé autour de vous et autour de votre autour de vous et autour de votre et autour de ce que vous avez envie de leur faire faire en fait, hein, voilà. Un leader communique. Là, c'est la base. Alors, vous me direz, c'est la base aussi de tout manager. Ça, c'est la base, la communication. Quand vous communiquez, quand vous savez communiquer, vous mobilisez vos équipes autour de perspectives communes. Vous partagez avec efficacité votre vision et votre stratégie. Vous permettez l'interaction, vous êtes ouvert à l'écoute, vous êtes ouvert aussi, pourquoi pas, aux critiques, vous prenez en compte le capital humain comme vous devez le faire aujourd'hui et via la communication, vos équipes se sentent écoutées, vos équipes se sentent importantes et vos équipes ont envie de vous suivre. Voilà ce que c'est communiquer et c'est essentiel pour déjà asseoir votre position de leader et du coup animer vos équipes. C'est réellement essentiel. Un leader montre de l'audace. Effectivement, alors là c'est plus facile à dire qu'à faire, mais montrer de l'audace, avoir de l'audace, c'est prendre des risques. Pourquoi? Parce que le risque, on sait que ça peut payer. Du coup, vous n'êtes pas statique. Vous ne vous contentez pas de la facilité, et ça c'est plutôt engageant pour des gens qui travaillent pour vous et avec vous. Et vous leur montrez que quand on veut, on peut. Vous leur montrez que la difficulté n'a pas lieu d'être et vous leur donnez envie, eux, de se surpasser parce que vous-même, vous vous surpassez. Un leader inspire confiance. Effectivement, inspirer confiance, c'est aussi une des bases de cette capacité à montrer son leadership ou d'être un leader. Vous inspirez confiance parce que, de fait, vous donnez à vos équipes l'envie de vous suivre sans crainte de l'échec et vous gagnez la confiance des autres et vous gagnez la confiance de vos équipes. C'est aussi très important. Vous ne pouvez pas animer une équipe, vous ne pouvez pas manager si les gens que vous êtes censés gérer n'ont pas confiance en vous. Un leader a une vision stratégique. C'est bien aussi l'essence même du management leadership ou du management d'un leader. Il faut absolument que vous ayez une vision, que cette vision, vous allez la faire évidemment partager, on l'a vu, parce que vous allez mettre en place, vous allez communiquer. Une vision stratégique, c'est une vision dynamique, c'est une vision qui n'est pas statique, vous voyez loin. Vous ne vous contentez pas de mettre en place une stratégie juste sur le moment, vous la voyez à long terme, vous allez faire en sorte de faire appliquer cette stratégie à long terme. Voilà ce qu'on appelle essentiellement avoir une vision stratégique, c'est cette capacité à voir loin, c'est cette capacité à avoir analysé un environnement, l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez, et cette capacité à diriger vos équipes en fonction de votre vision. Voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu vous montrer ce qu'était le leadership et vous expliquer ce qu'était le leadership. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez, si vous avez des questions en ce sens pour que je puisse vous expliquer plus en détail ce qu'est le leadership. Bon, si je devais résumer cette fameux concept de leadership, cette fameuse notion de leadership, c'est vraiment cette capacité pour un individu de fédérer, de motiver et d'influencer l'autre autour d'une cause ou d'une action commune. Voilà, influencer, fédérer, motiver. C'est la base même du leadership. Alors, maintenant,
il est intéressant, on arrive au cœur même du thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous. Comment montrer ce fameux leadership à travers des outils de recherche d'emploi ou de souhait d'évolution de carrière. Le CV. Alors, le CV, bon, c'est la première étape d'une recherche d'emploi ou d'un souhait d'évolution de carrière. Le CV, c'est la première chose que va voir le recruteur de vous. C'est votre image. C'est le CV qui fera en sorte qu'on aura envie de vous rencontrer ou pas. Ce CV doit absolument, comme je l'ai écrit là, doit absolument mettre en avant des actions et des résultats qui prouvent votre réactivité et votre capacité à être force de proposition. Effectivement, alors, il est évidemment plus facile de montrer son leadership, de montrer cette capacité à motiver, fédérer, influencer lors d'un entretien de face à face. Mais déjà, dès le CV, vous pouvez, en utilisant certains verbes, certains mots, montrer que vous avez cette capacité managériale et ce profil de leader. Alors, quelques petits conseils pour asseoir votre CV et donner envie aux recruteurs qui recherchent ce fameux leadership de vous rencontrer. La première des choses, et ça c'est un conseil qui est ouvert à tous, hein, soyez rigoureux dans la rédaction de votre CV, attention aux fautes et aux coquilles en tout genre. Oui, effectivement, il est très important de relire votre CV. Il est très important qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe et aucune coquille. Parce que du coup ça pourrait dès le départ donner une mauvaise image de la personne qui recherche un emploi. On pourrait se dire tiens, il n'a pas fait attention à son CV, est-ce qu'il a une vraie capacité à se relire, est-ce qu'il n'a pas écrit ce CV de façon dilettante. Donc ça c'est la première des choses, la rédaction. Soyez concis dans la présentation de votre expérience, de vos expériences. On a tendance à vouloir mettre dans la présentation des expériences tout ce qu'on a fait. C'est important, mais être concis, ça montre cette capacité que vous avez aussi à résumer une situation et ça montre cette capacité que vous avez à aller à l'essentiel. Et c'est très important pour vous managers, c'est très important pour vous leaders. Donc développez vos expériences, mettez ce que vous avez fait, vous rédigez des CV de managers quand vous dites que vous avez managé une équipe, dites combien de personnes vous avez managé, c'est aussi très important de savoir quelle population vous avez managé. Mais ne vous étalez pas, ne faites pas de redites, ne vous étalez pas non plus sur tout ce que vous avez fait parce que vous aurez un entretien de face à face qui vous permettra de développer justement cette expérience et votre parcours professionnel. Utilisez des verbes d'action. Effectivement, quand on utilise des verbes d'action, on montre que l'on fait, on montre que l'on est engagé. Je fais, je gère, j'anime, je participe, je mène. Ce sont autant de verbes d'action qui donnent envie finalement aux recruteurs de continuer la lecture et qui donneront envie aux recruteurs de vous rencontrer parce qu'il sentira là que vous êtes une personne engagée, vous êtes une personne qui a de l'audace et vous êtes une personne qui finalement, en utilisant un vocabulaire adéquat, pourra montrer qu'il a en lui ce fameux leadership. Hein, parce que je vous rappelle que vraiment le thème, c'est le leadership au travers des différents outils de recherche d'emploi. Sachez démontrer que vous possédez au moins la moitié des caractéristiques attendues d'un leader. Alors, sens des responsabilités, efficacité, assurance et confiance en soi, persévérance, méthodologie et organisation. Effectivement, méthodologie et organisation, il va de soi que vous allez devoir rédiger un CV structuré et un CV méthodologique. Alors après, la forme du CV, vous préférez parler par expérience, par compétence, ça peu importe. Ce qu'il faut, c'est que quand nous, recruteurs, consultants en recrutement, nous lisons un CV, nous en comprenions très rapidement l'essence et que nous n'avons pas besoin d'aller chercher en bas de la page
l'expérience, en haut de la page, l'année de l'expérience. Voilà, il faut que les choses soient extrêmement structurées. D'ailleurs, c'est rassurant et ça nous fait dire, tiens, voilà une personne qui est particulièrement organisée. Efficacité, pourquoi vous pouvez montrer à travers votre CV que vous avez eu un parcours ascendant, en ce sens un parcours où vous avez su évoluer. On sait très bien que si vous avez évolué, c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance, qui ont pensé que vous aviez eu cette capacité à évoluer. Montrez-le dans votre CV, montrez que vous avez su être efficace, montrez que vous avez su mener des hommes, que vous avez ce fameux sens de la responsabilité, que vous dirigez une équipe, que vous gérez tel ou tel budget. Donnez des chiffres. Surtout donner des chiffres. Faites en sorte que c'est écrit, le CV, que les informations soient rigoureuses et qu'elles soient surtout chiffrées, qu'on soit dans le pragmatisme et le concret. Une fois que vous avez fait votre fameux CV et que vous avez réussi à le rédiger en mettant les informations qui étaient importantes et en donnant envie aux recruteurs de vous rencontrer parce que vous avez su démontrer votre capacité à être un bon manager et un manager leader, vous allez rencontrer la personne normalement. Et il va falloir effectivement à ce moment-là montrer comment vous savez faire preuve de leadership lors de ces fameux entretiens de face à face. Alors là, on arrive dans le cœur du sujet. C'est vraiment maintenant, c'est vraiment à ce moment-là, au moment où il va y avoir une interaction entre vous et le recruteur, que vous allez pouvoir montrer votre capacité de leader et votre capacité d'animation. La base, la première des choses, c'est votre présentation générale. Encore une fois, on est bien d'accord que cette fameuse idée ou concept de présentation générale s'adresse à tout le monde. Mais c'est d'autant plus important si vous êtes un manager. Faites très attention à votre présentation générale. Donnez envie, parce que c'est la première, ça va être votre vitrine, ça va être la première impression que va avoir le recruteur de vous. Ça va être cette façon que vous avez de vous présenter, ça va être cet aspect, votre premier aspect physique, j'ai envie de dire. Donc soignez votre présentation générale, c'est extrêmement important. Tout le reste de l'entretien peut découler de ça. Une mauvaise impression première, il va être très difficile ensuite pour le recruteur de revenir sur sa première impression mauvaise, surtout si elle est mauvaise. Votre prestance, ce qu'on appelle la prestance. La prestance, c'est cette capacité à se comporter, c'est cette capacité à... La prestance, c'est cette capacité à se positionner, à se comporter, à faire preuve, à être charismatique, à savoir s'asseoir, à savoir se positionner face à l'interlocuteur et à donner finalement envie au recruteur, parce que c'est quand même le but, de continuer de l'entretien. C'est la prestance finalement, ça va être votre capacité à fédérer. Alors fédérer, on n'est plus dans le cadre d'une équipe, mais à fédérer votre interlocuteur, votre recruteur, et lui donner envie de continuer avec vous et de vous suivre dans les démonstrations que vous allez faire de votre parcours, de vos expériences, de vos envies et de vos aspirations. Votre maîtrise du discours, la base, effectivement, votre discours doit être particulièrement bien maîtrisé. Il devrait être structuré. Vous allez devoir poser votre voix aussi. N'oubliez pas que vous devez donner envie à l'autre de vous écouter. Si votre discours n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas
structuré. Si votre oral n'est pas structuré, votre interlocuteur, votre recruteur, enfin, la personne qui est en train de vous faire passer un entretien, va va très vite lâcher, va très vite se démobiliser. Il est très 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 important de structurer votre discours. Ça montre aussi votre capacité à communiquer. Ça montre aussi votre capacité à l'échange, qui, souvenez-vous, est l'une des atouts du leadership, fait partie du fameux leadership. Votre capacité à vous auto-évaluer. Effectivement. Alors moi, cette capacité à s'auto-évaluer, c'est vraiment un comportement que j'apprécie particulièrement lors des entretiens de recrutement, notamment de cadres ou de managers. Je pars du principe, en tant que recruteur, qu'une personne qui a 5, 10, 15, voire plus d'années d'expérience doit absolument avoir cette capacité à se critiquer. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de mettre en avant ses faiblesses, il ne s'agit pas de mettre en avant ses doutes, il ne s'agit pas de mettre en avant ses échecs, parce qu'il faut vous vendre aussi, hein, mais cette capacité à se connaître, parce que finalement s'auto-évaluer, c'est se connaître, tout simplement, être capable de se remettre en question. Voilà, j'ai fait tel choix à cette période de mon parcours, je pense que ce n'était pas le bon choix, parce que, en fait, là vous allez jouer ce qu'on appelle sur la transparence et l'authenticité. Voilà, vous allez être authentique, et quand on est authentique, ça plaît, ça donne envie. On se dit, tiens, cette personne est authentique, elle est transparente, elle est honnête. Cette personne, du coup, saura faire preuve de ses mêmes atouts face à une équipe, et elle saura, du coup, engager ses équipes vers des objectifs communs. Alors ensuite, faites preuve d'empathie, n'hésitez pas à parler de votre adaptabilité. Faites preuve d'empathie. L'empathie, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est l'empathie, c'est tout un ensemble de comportements. L'empathie, c'est sourire. L'empathie, c'est montrer qu'on s'intéresse à l'autre. L'empathie, c'est ne pas rester enfermé dans son comportement, mais plutôt d'être très ouvert et de donner du coup envie, une vraie ouverture à l'échange. Ça, c'est aussi une des bases. N'hésitez pas à parler de votre adaptabilité. On a entendu par là la capacité de s'adapter. Voilà, l'adaptabilité, c'est cette capacité à s'adapter à un environnement nouveau, à des équipes nouvelles, à des stratégies nouvelles. C'est extrêmement important. Je vous le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui, on évolue aujourd'hui le monde de l'entreprise est aujourd'hui particulièrement complexe. Il est en pleine mutation, il est changeant. Il est indispensable du coup que vous sachiez faire preuve de capacité d'adaptation. Ça sera la base de votre réussite professionnelle. Et il faut que ce soit senti comme tel. Alors, j'en viens à notre conclusion. Énergie, optimisme, passion sont les maîtres mots du leadership, vous l'aurez compris. Pas de leadership sans énergie, pas de leadership sans optimisme et pas de leadership sans passion. L'énergie, vous allez la transmettre, vous allez transmettre votre envie et de fait, vous allez motiver. Vous allez motiver l'autre, vous allez motiver vos équipes. L'optimisme, c'est croire que tout est possible, c'est croire que vous allez y arriver. C'est ça être optimiste. L'optimisme aussi, si on a affaire à un leader ou un manager optimiste, on va y croire, on va avoir envie de le suivre, on va réussir à être fédéré. Et la passion, c'est l'essence même, c'est essentiel. On a envie de gens passionnés, on a envie de suivre des gens passionnés. Ces gens passionnés nous donnent envie de nous surpasser, nous donnent envie de nous engager. Voilà ce que seraient les maîtres mots du leadership.
et sachez les communiquer à vos interlocuteurs pour crédibiliser votre position de leader. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il faut que vous sachiez dans vos comportements, dans la façon, dans votre discours, il faut que vous sachiez communiquer tous ces atouts pour donner envie à l'autre de vous suivre et pour influencer l'autre, qui, je vous le rappelle, est la base du leadership. Hein. Le leadership, c'est fédérer, motiver et influencer. Alors là, il était aussi important de revenir sur un aspect. On a essayé de confronter le leadership à des souhaits de changement de carrière. Voilà. Mais le leadership veut aussi asseoir vos souhaits d'évolution interne. Et c'est très important ça. Vous pouvez être dans une entreprise, ne pas forcément avoir envie de quitter cette entreprise, mais vous pouvez avoir envie d'évoluer au sein de cette entreprise. Si vous avez su montrer votre leadership, c'est-à-dire cette capacité à être un meneur d'hommes, cette capacité à avancer, cette capacité à communiquer, cette capacité à avoir de l'audace, votre énergie et votre motivation, vous allez du coup vous faire remarquer non plus par vos équipes, là, mais par votre hiérarchie, qui trouvera finalement légitime de vous faire évoluer vers des postes à plus forte valeur ajoutée. Alors, il me semble, j'espère que j'ai été claire dans ma démonstration sur leadership et souhait d'évolution de carrière. On a eu pas mal de questions qui sont arrivées et je vais répondre à certaines de ces questions parce que certaines sont réellement intéressantes. Il y en a une notamment sur laquelle je vais revenir. Alors, comment faire pour garder son leadership? Alors, on ne perd pas son leadership. Voilà, ça pour moi c'est une évidence. On a développé un certain leadership, mais on ne le perd pas. Une fois qu'on l'a développé, on le met en fonction, on le montre, mais on ne perd en aucun cas son leadership. Ça, c'est la première des choses. Et je trouvais cette question extrêmement intéressante. Le leadership, je ne sais pas si c'est de l'inné, je ne sais pas si c'est de l'acquis. Là, il y a beaucoup de littérature entrepreneuriale qui débattent là-dessus. Moi, je pense, en tous les cas, de mon expérience et à titre personnel, que quand vous avez su faire preuve une fois de leadership, vous saurez de facto faire preuve de leadership, quelles que soient les situations. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez développer des atouts majeurs au leadership, notamment développer votre sens de la communication et des choses comme ça. Mais vous ne perdrez pas votre leadership. Ensuite, d'autres questions. Alors, comment développer son leadership? Bon, alors ça, on l'a vu tout à l'heure, mais je veux bien revenir dessus. Effectivement, alors déjà, pour développer son leadership, il faut bien se connaître. La première des choses, c'est se connaître, savoir qui on est, savoir quels sont ses atouts dans une entreprise, savoir aussi quels sont ses leviers de motivation, mais quels sont ses axes d'amélioration, parce que se connaître, c'est connaître l'aspect positif, mais c'est connaître l'aspect qu'on veut faire aussi évoluer. Une fois qu'on se connaît, on connaît ses atouts. On connaît aussi ses axes d'amélioration. Développer son leadership, c'est asseoir les atouts qu'on a, parce qu'on a tous des atouts. Hein. C'est une évidence. On les a peut-être pas tous, mais on a tous des atouts. On a tous des qualités intrinsèques à un bon manager. Alors, pour développer, reprendre un petit peu le concept du leadership, la base du concept du leadership, la capacité à fédérer, la communication, le fait de mener, l'audace, l'authenticité, la transparence, et faire en sorte de développer ça en tant que manager et ne pas avoir peur d'eux. Hein, ne pas avoir peur d'asseoir finalement ce qu'on est et d'asseoir ses positions.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Mais il y en a plein des questions. Alors, comment valoriser son leadership face à ses supérieurs hiérarchiques? On l'a un petit peu vu dans ma conclusion. Comment on valorise son leadership face à ses supérieurs hiérarchiques? La première des choses, effectivement, on n'est plus dans le cadre d'une animation d'équipe. Là, il va falloir montrer que vous avez ce fameux leadership et il va falloir que vous montriez à votre hiérarchie. Comment vous allez faire? Il va falloir que vous montriez que vous êtes motivé. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, on est tous motivés, mais ça, comment le montrer? Celui qui est motivé fera preuve d'un vrai enthousiasme. Et celui qui est motivé fera preuve de force de proposition. Celui qui est motivé aura envie alors envie de mener l'entreprise à un succès, aura des idées, sera dans la communication au sein même de l'entreprise. La personne qui fait preuve de sens de la communication, qui est à l'aise, sera une personne qui se fera remarquer par ses hiérarchies et qui du coup commencera à montrer certaines qualités qui sont intrinsèques au leadership. La communication, l'envie, l'authenticité, la transparence, on les a déjà vus tout à l'heure. Alors, comment se distinguer? Qu'est-ce qu'il ferait là? Exemple d'argument du leadership dans un entretien. C'est une bonne question parce qu'on peut rentrer dans l'essence même de l'entretien de face à face. Alors, quels exemples d'arguments du leadership dans un entretien? Alors, voilà, une des premières choses sur lesquelles on peut agir. Sachant que le leader, c'est celui qui va mener des hommes et qui va fédérer une équipe. La base, c'est ça. Montrez en tant que manager lors d'un entretien de recrutement que vous avez dirigé une équipe ou animé une équipe de X personnes. Montrez que vous avez su faire évoluer à l'intérieur de cette équipe, que vous avez su faire évoluer des personnes. Montrez quelles ont été vos difficultés pour justement animer vos équipes et comment vous avez réussi à faire face à ces difficultés. Montrez ce genre de choses, montrez votre authenticité. Soyez souriant, soyez sûr de vous, parce que l'assurance aussi, ça fait partie du leadership. Soyez sûr de vous, mettez en avant vos atouts, sachez aussi mettre en avant vos limites et vos doutes. De toute façon, un entretien de face à face sera un échange, un vrai échange entre l'interlocuteur et vous. Et plus l'échange sera fait sur la communication, mais surtout l'honnêteté, la transparence, plus il portera ce fruit. Moi, je donne beaucoup d'importance à l'humain, d'une manière générale. Ça tombe bien parce que je suis dans le recrutement et les ressources humaines, mais lors des entretiens de recrutement, je prends un véritable plaisir, réellement, un véritable plaisir, quand je change un véritable échange entre la personne et moi-même. On est dans le cas d'un entretien de face à face. Je sais faire la part des choses entre les moments de stress et que la personne en face de moi est stressée. Mais j'aime quand il y a un échange, j'aime quand la personne me fait part de ses doutes, j'aime aussi quand la personne sait me montrer avec assurance ce qu'elle a fait, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, ce qu'elle ne veut pas faire et ce qu'elle aspire à faire. Je crois que la base même, si je devais résumer ce que je suis en train de dire, c'est vraiment la transparence et l'honnêteté. Et puis cette envie de communiquer, cette véritable interaction, le sourire. Le fait d'être, comment on va dire ça, le fait d'être charismatique aussi, ça fait partie aussi d'un ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, oui, il y a une question aussi que j'aime beaucoup parce que elle me fait réfléchir. Et alors, comment développer son leadership quand on choisit un nouveau poste où il n'y a pas d'équipe? C'est une excellente question parce qu'elle m'a vraiment fait beaucoup réfléchir.
Est-ce qu'on peut développer son leadership quand on n'a pas d'équipe à mener? Alors que l'essence même du leadership, c'est une gestion d'équipe et savoir gérer ses équipes selon certains concepts. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Ou plutôt si. Je pense qu'il est plus facile de montrer cette capacité, et oui, une capacité à être un leader quand vous avez une équipe à gérer. Hein, puisque, je vous le rappelle, on part du principe que le leader est considéré comme leader par son environnement direct et son environnement professionnel. Donc, a priori, si vous n'avez pas d'équipe à gérer, il sera difficile de montrer son leadership. En revanche, là où vous pouvez démontrer, développer votre leadership, c'est par rapport à votre hiérarchie. Hein. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le leadership pour asseoir vos souhaits d'évolution interne. Vous pouvez non pas montrer que vous êtes un meneur d'hommes parce que vous n'avez pas d'équipe à mener, mais vous pouvez montrer que vous avez le sens de la communication, vous pouvez montrer que vous êtes un passionné, que vous avez envie, que vous avez de l'audace, que vous inspirez confiance. Tout ça, vous pouvez le montrer à votre hiérarchie si vous n'avez pas d'équipe à gérer. Alors, j'ai quelques questions. Ah tiens, différence sur le plan opérationnel entre un leader et un visionnaire. Il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Parce que ce qu'on demande à un leader, c'est d'être un visionnaire. Donc, si vous avez cette capacité de vision à long terme et d'une vision qu'on appellera dynamique et non pas statique, c'est-à-dire savoir analyser un environnement et faire en sorte de voir loin par rapport à la stratégie de l'entreprise et positionner cette stratégie à moyen et long terme et non plus rester sur du court terme. Si vous êtes un visionnaire, vous êtes entre autres un leader. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre un leader et un visionnaire, puisqu'on demande à un leader d'être entre autres un visionnaire. Hein. Je pense que les deux sont vraiment corollaires. Comment se distinguer des comportements? Comment développer son leadership? Je suis en train de lire toutes les questions qui ont été posées, il y en a pas mal, donc j'essaie de faire un choix, mais en fait peut-être que je ne vais pas faire de choix, je vais toutes les poser. Alors j'en ai une à laquelle je vais répondre qui n'est pas forcément hors sujet, mais qui n'est plus du coup sur le leadership. Est-ce qu'un MBA peut être un tremplin pour booster sa carrière et aspirer à des postes managériaux? Alors, est-ce qu'un MBA pour un alors, je vais répondre à titre personnel, dans le sens avec mon expérience dans le recrutement et mon expérience de recrutement de cas dirigeants. Je ne pense pas, enfin, j'estime qu'il n'y a pas que la formation académique qui fera la différence sur le plan de la capacité managériale. Il m'est arrivé de voir des personnes avec un très petit niveau de parcours académique avoir de vraies capacités managériales, hein, et avoir cette capacité à dynamiser une équipe et à animer et à mener une équipe. Maintenant, si le MBA vous permet d'acquérir de nouvelles compétences académiques et un nouveau savoir, pourquoi pas. Mais n'attendez pas d'un MBA qui vous aide à acquérir des postes managériaux. Ça, je ne pense pas. Ce qui fera la différence, c'est vous, c'est votre personnalité, votre comportement, c'est votre capacité à fédérer, c'est votre capacité à vous être mise en avant au sein de votre société, à avoir montré que vous aviez envie, que vous étiez motivé à manager. Très honnêtement, c'est intéressant d'avoir un MBA parce que ça fait bien sur le CV. C'est vrai que c'est quand même une formation majeure. Oui, le MBA pour
un surplus de plus d'un oui, un MBA pour acquérir des compétences autres que celles des compétences académiques, on est bien d'accord, que celles que vous aviez déjà acquis, pas forcément pour asseoir vos souhaits d'évolution de carrière ou de poste managérial. Ce qui fera alors on va être tout à fait honnête, l'expérience c'est important. Ce qui fera qu'on vous fera passer à des postes de manager, c'est votre expérience professionnelle. On met rarement un jeune diplômé à un poste de manager. Ça, c'est une évidence, c'est comme ça et ça, c'est normal. On attend que la personne ait une certaine maturité professionnelle avant de lui demander de diriger une équipe. Donc, ce qui fera la différence, c'est effectivement votre expérience professionnelle, c'est évident, votre maturité professionnelle, et puis vos motivations et votre envie, et que vous ayez pu montrer ces motivations et cette envie à votre hiérarchie. Je pense que ça pourra faire la différence. Alors, j'ai une autre question. Quelles sont les situations professionnelles où le leadership devient prioritaire? Si on en revient à ce que j'ai dit tout au long de cette webconférence ou des choses que j'ai pu lire aussi sur le leadership ou apprendre concrètement sur le leadership, je ne sais pas si le leadership est prioritaire. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il semble être essentiel dans les ressources humaines, puisqu'il est de plus en plus demandé. Il n'y a pas de situation professionnelle où il est prioritaire. Je pense que s'il est demandé, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises demandent des leaders. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. On ne se doit plus se contenter de recruter un manager, un simple manager. Je vais mettre simple entre guillemets, évidemment. On va essayer de recruter un manager qui soit aussi un leader, hein, un manager qui va montrer la voie. Donc finalement, toutes les situations professionnelles sont propices au leadership. Vous pouvez démontrer votre leadership dans n'importe quelle situation professionnelle, à partir du moment où vous avez une équipe à manager, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous avez envie de montrer à votre hiérarchie que vous avez envie d'évoluer et que vous êtes prêt à évoluer. Voilà. Alors, à la limite, voilà, ça serait voilà. Si on devait se dire que le leadership devient prioritaire, c'est à ce moment-là. Développez votre leadership, montrez que vous en avez pour asseoir vos souhaits d'évolution de carrière interne, par exemple. Pour montrer à votre hiérarchie que vous êtes prêt, que vous pouvez, que vous êtes motivé, dynamique, transparent, que vous savez fédérer, que vous avez de l'audace, que vous avez de l'envie. Voilà, c'est le moment, dans des souhaits d'évolution de carrière interne, c'est le moment de montrer votre leadership et à la limite, ça serait à ce moment-là qu'il serait prioritaire. Voilà. Comment développer? Alors, exemple, quel serait... Je lis toutes vos questions, hein. Alors une question aussi qui a plus à voir avec la recherche d'emploi en général, mais qui est très intéressante, donc je vais vous la lire et je vais essayer d'y répondre. Comment se distinguer des candidats concurrents dans une shortlist? Déjà, de quelle shortlist parle-t-on, hein? Là, je vais vous révéler certains petits trucs de consultants. Il y a plusieurs shortlists. Il y a la shortlist suite aux sélections de CV, il y a la shortlist suite aux entretiens, les entretiens individuels par téléphone, et il y a la shortlist suite aux entretiens de face à face. Donc déjà, il y a, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, 3 shortlists. Donc autant d'étapes à passer. Dans une shortlist de CV, ce qui fera la différence, je vous le disais tout à l'heure, c'est les informations que vous avez pu et que vous avez rédigées dans votre CV. Le fait d'avoir su rédiger un CV particulièrement structuré, pas trop long non plus. Les CV de 3 pages, ce n'est pas la peine. On n'a pas envie d'aller lire un CV de 3 pages. Je vais être tout à fait honnête avec vous. On a parfois 50, 60, 100 CV à lire et à regarder. Quand il fait plus de 3 pages, quand il fait plus de 2 pages, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. On le lit en ce qu'on appelle en diagonale et ça serait vraiment dommage. Donc un CV,
structuré, un CV concis, hein, qui va à l'essentiel. C'est aussi un CV de leader, hein, on en a parlé tout à l'heure, donc un CV qui va à l'essentiel. Un CV où toutes vos expériences sont présentées de façon rigoureuse, avec des dates rigoureuses. Un CV où il n'y a pas de coquilles, qu'il n'y a pas de fioritures non plus, et un petit truc en passant, ça n'engage que moi, mais on évite les CV où on met le logo de toutes les entreprises par lesquelles on est passé. Alors peut-être que ça plaît à certains. Moi, à titre personnel, à titre professionnel, je trouve que ça rajoute un petit peu de la fioriture au CV, et du coup, ça ne facilite pas la lecture du CV. Voilà. Ça, c'est la shortlist CV. La shortlist entretien téléphonique. Qu'est-ce qui fera la différence entre vous et un autre? Votre capacité à avoir dès le départ, vous savez, un entretien téléphonique, on le fait durer 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, on va vous poser 1, 2, 3 questions maximum. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Vous allez me dire, vous ne pouvez rien voir en 2-3 minutes. Si, on va vérifier déjà la maîtrise de votre oral et de votre discours. C'est la première des étapes. Est-ce qu'il est structuré? Est-ce que vous allez à l'essentiel? On va vérifier aussi votre motivation et vos aspirations. Donc, quand on vous appelle pour un entretien téléphonique, soyez rigoureux, c'est évident, et sachez faire preuve aussi sachez résumer très rapidement. Oui, je suis motivée, voilà pourquoi je veux éventuellement quitter mon poste actuel, voilà quelles sont mes aspirations. Voilà. Et puis la shortlist entretien de face à face, là ça veut dire que vous êtes arrivé à la 3e étape, la dernière étape, c'est qu'il faudra que vous fassiez la différence. Qu'est-ce qui fera la différence entre vous et un autre? Là on est dans le facteur de l'humain, et le facteur de l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment tangible. Ça sera cette capacité que vous avez donnée à votre recruteur, ou en tout cas la personne en charge de recruter, de donner envie de vous suivre. Cette capacité que vous avez eue à mettre en place une vraie communication et interaction avec l'autre. La transparence, je reviens dessus, mais c'est très important. Vous savez, quand on est dans le recrutement depuis un certain nombre d'années, on sent la personne qui biaise un petit peu sur ses expériences, la personne qui en rajoute, on le sent tout de suite. Si on le sent, on va forcément aller creuser de ce côté, et on va forcément vous déstabiliser. Soyez transparent. On sait très bien que vous n'êtes pas censé tout savoir, même si vous êtes un cadre supérieur. Personne ne sait jamais tout, et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet d'avancer, ça permet d'apprendre. Sachez dire ça je sais faire, parce que voilà, je vais vous le démontrer, et ça je sais très bien le faire, et je vais le démontrer. Ça, je sais moins le faire, mais comme vous pouvez le voir dans mon parcours, je m'adapte, j'apprends vite, voilà. Démontrez toujours, sachez dire qu'il y a des choses que vous ne... sachez dire qu'il y a des choses que vous savez, que vous maîtrisez. Sachez dire aussi qu'il y a des choses que vous maîtrisez moins, mais que vous allez apprendre, que vous êtes capable d'apprendre. Voilà ce qui pourra faire la différence dans les différentes shortlists. Alors, quels seraient, tiens, une question qui vient d'arriver aussi, qui est très intéressante, quels seraient les risques que la personne prend en tant que leader? Et forcément, il y a forcément plus de risques à être un leader qu'à être dans un coin de son bureau, à ne jamais prendre d'initiative et à ne jamais prendre de risques. C'est une évidence. Celui qui se positionne comme leader, ou qui est désigné comme tel, prend le risque de décevoir. Vous pouvez décevoir, on peut vous avoir désigné comme un leader, ne serait-ce par votre hiérarchie et par vos équipes, et vous allez décevoir. Celui qui prend des risques, celui qui a de l'audace, celui qui prend des risques a forcément plus de risques de faire des faux pas que celui qui ne fait rien et qui se contente de ce qu'on lui a dit de faire. Voilà. C'est le seul risque que vous allez prendre finalement. Et ce risque est minima, parce que par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à vos aspirations en tant que manager, en tant que meneur d'hommes,
vous allez surtout avoir pouvoir vous épanouir dans un cadre professionnel, vous allez pouvoir montrer vos capacités, vous allez pouvoir jouer dans l'interaction qui est dans l'entreprise et finalement faire face à des situations nouvelles, challengeantes et de défis. Et je défie quiconque me dire moi je n'aime pas les challenges, j'aime pas les défis, je veux faire la même chose tous les jours. C'est pas vrai. Au bout d'un moment vous vous ennuyez. Alors voilà, le seul risque que va prendre le leader, c'est peut-être de décevoir et des équipes qui lui ont fait confiance, c'est tout. Et pas vraiment de risque. Au contraire, ça ne sera que du positif. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Une question aussi qui est venue. Quelle est l'ancienneté professionnelle optimale pour opter pour un poste de direction? Il n'y a pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle. On part du principe, je vous le disais tout à l'heure, évidemment que jeune diplômé et à 5 ans d'expérience, on n'allait pas pouvoir opter pour un poste de direction. Disons que la plupart du temps, on voit des gens en poste de direction qui ont déjà une dizaine d'années d'expérience globale derrière eux. Parce qu'on pense qu'ils du coup, ils ont assez d'expertise métier pour pouvoir gérer une équipe. Ils ont acquis assez d'expérience, de compétences, d'assurance, de leadership pour pouvoir gérer une équipe. Il n'y avait pas vraiment... Vous savez, il n'y a pas de règles dans l'humain. Hein. C'est d'ailleurs difficile. On peut pas dire... il est difficile de faire rentrer les choses dans des cases. Hein. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la personne, ça dépend de l'environnement. Disons que voilà, une dizaine d'années d'expérience en général peut vous amener à être choisi pour un poste de direction. Attention, on est bien d'accord que d'autres facteurs rentreront en compte. Hein, votre envie, votre motivation, vos acquis, votre capacité à gérer et à mener une équipe. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite question? Alors, écoutez, je pense que peut-être souhaitez-vous, peut-être que je peux... Mais déjà, on est pratiquement arrivé en fin de webconférence. J'espère réellement que j'ai pu répondre à vos attentes, à vos questions. J'ai pris beaucoup de plaisir à traiter ce sujet du leadership parce que c'est vrai que vous avez dû aussi vous en rendre compte. Le leadership est un mot qui est de plus en plus utilisé et j'ai pris du plaisir à traiter de ce sujet parce que je voulais moi aussi savoir ce qu'on entendait par leadership et je voulais savoir comment l'appliquer lors d'une recherche d'emploi. Et j'ai trouvé une multitude de choses sur le leadership et je pensais qu'il était essentiel de le partager avec vous, sachant que déjà ce mot est galvaudé et partager avec vous ce nouveau concept et vous aider finalement, puisqu'on va de plus en plus vous le demander, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, en tant que manager, partager avec vous ce qu'il était et ce qu'il fallait que vous mettiez en avant pour pouvoir asseoir votre leadership. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, on me fait signe. Je ne sais plus si je suis je sais plus si je suis encore là ou pas. Oui, ah bon, d'accord, je suis toujours là. D'accord. Bon, donc je vous parlais du leadership. Voilà, je vous parlais de ce fameux leadership, du plaisir que j'avais pris à partager ce que j'avais appris sur leadership avec vous, du
plaisir que j'ai eu à lire vos questions et à pouvoir y répondre. Je pars du principe que c'est toujours réellement passionnant de partager son savoir et ce qu'on a appris pour essayer d'aider l'autre dans ses souhaits d'évolution de carrière, ses souhaits ses envies de parcours professionnel. J'espère que vous avez pris le même plaisir que j'ai pu en prendre avec vous. Je ne vous vois pas. Vous avez un avantage sur moi, c'est que moi vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Je vous souhaite à tous absolument une excellente journée et beaucoup de suite dans votre carrière professionnelle.